Eh ben, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes ravis donc de vous accueillir pour notre conférence sur l'évolution des mentalités face aux enjeux environnementaux du numérique. Donc, il y a plus d'un an, avec Marie-Hélène, nous avons fondé la communauté GreenTech et depuis, nous nous sommes engagés à explorer et à promouvoir le numérique responsable. Effectivement, Justine, merci. Donc aujourd'hui, comme Justine nous le disait, on va essayer d'aborder le sujet de l'évolution des mentalités face aux enjeux environnementaux du numérique. Et pour cela, on va mettre en lumière la manière dont ces problématiques sont abordées au sein d'un grand groupe bancaire. Donc on a le plaisir d'accueillir Jérôme Barré. Jérôme, c'est un ancien manager de production IT. Il a réorienté sa carrière vers le numérique responsable et surtout, il a joué du coup un rôle crucial dans la transformation de BNP Personal Finance. Et en parallèle, Jérôme, c'est aussi un membre du conseil d'administration et trésorier de l'Institut du numérique responsable. Mais je pense qu'il va vous en parler mieux que moi, donc je vous laisse entre les mains de Jérôme. Merci Marie-Hélène et Justice pour cette introduction. Et merci de me donner l'opportunité de présenter un peu mon parcours, ce que j'ai fait pendant maintenant près de 30 ans dans l'IT, parce que j'ai 55 ans, donc je commence à avoir un âge assez avancé. Et pourquoi aujourd'hui je travaille dans le numérique responsable au sein de Personal Finance. Donc, je me présente, donc Jérôme Barré, Sustainable IT Officer, donc ça c'est le titre, chargé du numérique responsable, on va dire, au sein de BNP Personal Finance. Personal Finance connu sur sa marque commerciale, le CTLM, c'est la branche crédit de la BNP. Il y a beaucoup de filiales au sein de la BNP. Personal Finance et le CTLM. On a aussi Cardiff pour les assurances, Arval pour les locations de voitures, la BCEF pour les banques de détail, etc. Enfin, on est 200 000 dans le groupe, donc c'est quand même une world company. Et donc, Personal Finance, on est à peu près 16 à 17 000. Donc, en France et à l'international, ce qui est important de préciser, parce que tout à l'heure, quand je présenterai, je parle beaucoup d'international. Donc, un petit jeu des devinettes ou des questions. Si j'étais une ville, ça serait Bordeaux, parce que je suis bordelais à 100%. Je suis girondin, fier de l'être d'ailleurs. Je attache beaucoup d'importance à ma région. Je vis pas loin de l'océan, à 30 bornes de l'océan. Pas loin de la forêt des Landes, et à quelques centaines de kilomètres de la montagne. Donc, vous voyez, je vis dans un environnement qui est pour moi vital. Et j'y attache beaucoup d'importance et j'essaie de le préserver depuis maintenant un certain nombre d'années, alors par plusieurs actions. Donc là, j'ai parlé du numérique responsable, qui est une démarche qui tend à limiter l'impact de l'IT sur l'environnement et sur la biodiversité et sur les humains également. Donc j'y attache beaucoup d'importance et j'ai décidé de protéger cet environnement parce que sans biodiversité et sans ressources vitales, on n'est pas grand-chose en fait. Et donc on s'aperçoit que dans notre activité de tous les jours, on s'y attache. Mais des fois, dans son boulot, on a du mal à essayer de lier les deux. On a beaucoup de travail, on nous demande de faire beaucoup de choses, mais en même temps, des fois, on a du mal à concilier les deux en se disant, tiens, dans mon travail, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour limiter l'impact? Voilà. Donc, je suis dans une région à forte nature, on va dire. Et donc, c'est pour ça que je me suis toujours attaché à vivre ici. J'ai fait beaucoup de déplacements, mais j'ai toujours réussi à faire mes études à Bordeaux ou pas loin. Et j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes qui sont dans la région. C'est un choix. Une valeur, c'est le respect. Parce que pour moi, le respect, sans respect, on va pas inventer les choses, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, se respecter soi-même, respecter les autres, respecter la nature, respecter les endroits où on est, ce qu'on fait, et on arrivera à faire des choses collectivement. Donc, le respect pour moi, voilà, c'est le point de départ. Sans respect, on peut pas faire grand-chose. Donc, c'est une valeur qui est assez importante pour moi. Et une citation, alors c'est une citation de Gandhi. Pas parce que c'est Gandhi, mais parce que j'en lis beaucoup, mais celle-là m'a inspiré, notamment quand j'ai commencé à bosser dans le numérique responsable. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son
avidité, bah forcément, hein, si on arrivait à moins produire, à moins consommer, à moins utiliser et à produire moins de déchets, ben on aura on s'en porterait certainement beaucoup mieux. On est 8 ou 9 milliards 8 milliards maintenant d'êtres humains sur Terre. Je pense que la nature et la planète peut nous apporter ce dont on a besoin et strictement ce dont on a besoin, sauf que on n'est pas dans cette logique-là, on est surtout dans une logique productive et on utilise beaucoup et on jette beaucoup et voilà. Et donc c'est le moment en fait d'essayer de trouver une autre façon de consommer, une autre façon d'utiliser les outils qu'on a, une autre façon de répondre à nos besoins, etc., etc. Donc voilà. Donc c'était une citation qui plutôt pour moi m'inspire plutôt beaucoup. Et donc mon expertise et ma mission, mon expertise, je suis producteur, je suis issu de l'IT, hein, je suis formation IT 100%. J'ai fait beaucoup de production depuis 25 ans. J'ai fait tous les métiers possibles et imaginables, développeur, administrateur, chef de projet, directeur de projet, management d'équipe, management de production. Enfin voilà. J'ai fait beaucoup de choses pendant 25 ans, un peu plus de 25 ans maintenant, et je commence à avoir un peu d'expertise sur le numérique responsable. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça fait 3-4 ans maintenant que j'y bosse. Je me suis acculturé pas mal, et maintenant je commence à avoir quand même quelques expertises sur le sujet. Et ma mission au sein de BNP Personal Finance, tout du moins, c'est d'améliorer l'impact environnemental et sociétal de BNP Personal Finance en mettant en œuvre une informatique plus durable. Je vais l'expliquer un petit peu après. Donc ça, c'est un peu voilà, ce que je suis et ce que je fais. Mon parcours, en gros, 95, j'ai commencé à travailler pour des ESN. Alors à l'époque, c'était SS2I, hein, ça se disait, comme je suis un peu vieux, ça se disait Société de services informatiques, d'ingénierie informatique. Bon, j'ai appris que ça s'appelait ESN il y a 2-3 ans. Il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, je travaille dans une ESN. Je sais pas ce que c'est. ESN, c'est quoi? Voilà. Donc entreprise de services numériques. Maintenant, j'ai bien compris. Donc alors en 95, j'ai commencé comme ça, administrateur, développeur, comme beaucoup de jeunes, j'ai été placé chez plein de clients, plein de consultants, des clients qui allaient des télécoms à l'industrie, au tertiaire, au médical même. Donc pendant à peu près 5-6 ans, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai intégré j'ai été embauché j'étais consultant chez Solectron, une boîte américaine de production de cartes électroniques. Et en étant consultant, je me suis fait embaucher là-bas. Donc voilà, j'ai travaillé et c'était une entreprise. Alors c'est marrant, c'est une entreprise qui produisait à la chaîne des cartes électroniques avec des composants pour des téléphones à l'époque. Il n'y avait pas encore l'iPhone, hein, ça commençait à être le mobile. Et donc, il y avait une frénésie de téléphones, de mobiles, il y avait des PC, des écrans, etc. Et donc, Solectron, c'était une boîte qui fabriquait essentiellement des cartes mères sur des chaînes de production avec des PCB, là, des cartes vertes en résine. Et on avait les robots qui plantaient tous les composants et qui crée la carte mère de l'équipement informatique dans laquelle il allait être intégré. Donc, je participais à l'époque déjà à la frénésie informatique, tout en sachant que j'avais pas un impact sur mon environnement. Mais déjà, j'étais dans le truc et je faisais partie justement de cette production d'équipements ou d'accessoires informatiques. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et ensuite arrivé 2000 alors j'ai mis 2008, j'ai intégré un petit peu avant, mais j'ai mis 2008 parce que ça correspond à peu près à là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser un petit peu au green. J'entendais déjà, alors je faisais de la production encore informatique, hein, j'ai fait du projet du management à Cofinoga. Ça n'existe plus maintenant, Cofinoga. Ça a été racheté par la BNP, Personal Finance. Donc c'est pour ça que je suis salarié aujourd'hui de Personal Finance. Mais à l'époque, j'ai intégré le tertiaire, l'entreprise de crédit. Et voilà, j'ai participé à beaucoup de projets en tant que manager et chef de projet sur des projets d'infrastructure, réseau, téléphonie, poste de travail, etc. Et à l'époque déjà,
on commençait à nous dire faites attention à vos matériels, on pourrait peut-être réutiliser les serveurs qu'on a plutôt que de les mettre à la poubelle ou les broquer, etc. Donc à partir de ce moment-là, 2008, 2009, ça commençait déjà un petit peu à causer sur ces sujets. Sans trop y prêter trop attention, mais on commençait à nous dire. Et puis après, en 2015, on a été racheté par Personal Finance. Même activité, hein, c'est du crédit à la conso, donc c'est du crédit, donc c'est dans la même activité. On a été racheté par BNP Personal Finance, et là j'ai occupé un poste assez important. J'avais une centaine de personnes sous ma responsabilité, j'avais une dizaine de managers. C'était du end user, donc j'avais en charge tous les postes de travail de Personal Finance en France. Ça fait à peu près 8 à 9 000 postes. Je m'occupais des incidents, des problèmes, des changements. Enfin voilà, c'était un poste assez énergivore. Et là, pour le coup, ça s'est un petit peu accentué. Là, on a commencé à nous dire, faut faire gaffe, vous avez des licences sur vos PC, faut faire le ménage, il faut pas faire tourner plein de choses sur les PC, des choses inutiles. Les PC ont commencé à nous dire, et les accessoires, faut peut-être les garder un petit peu plus longtemps, parce que là, changer tous les 3 ans, ça fait beaucoup, etc. Voilà. Donc, on a commencé déjà encore à s'occuper de ces choses-là, mais plutôt sur un aspect économique. On le présentait pas trop sur l'aspect environnemental et sociétal. On disait, faites gaffe, si on utilise plein de choses sur les PC, ça coûte cher. Donc, il faut éliminer tout ce qu'on n'utilise pas. Il faut peut-être les garder un peu plus longtemps parce que là, en termes d'achat, en termes de location, ça coûte cher. Voilà. Donc, c'était plutôt un aspect business économique. Et donc, bon, on baignait quand même un peu dedans et on a commencé déjà à en parler. Et 5 ans après, en 2020, il y a une de mes collègues qui était à la com notamment, qui a entendu parler de ces choses-là. Alors nous, les IT, on était en plein dans la production, donc on était un petit peu, on était un petit peu liés à ça, mais on s'y intéressait, sans s'y intéresser, on se disait oui, ok, c'est important le grid, mais enfin bon, on a aussi la prod à faire, etc. Bon bref. Et donc, on a d'autres personnes comme à la com qui s'intéressent à des sujets, qui vont sur des salons, tout ça, etc. Et qui, à un moment donné, une collègue a dit, tiens, il y a numérique responsable, là, bon, c'est quand même, il y a quelque chose à faire, là, quand même, parce que l'incident sur l'environnement, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Fred Bordage, greenIT.fr, ça fait longtemps qu'il fait ça, il m'a expliqué tout ça. Voilà, donc, elle est allée voir le CIO de l'époque, elle lui a dit, tiens, ça serait bien de monter un programme Positive IT, numérique responsable pour la DSI, ça serait super cool, on pourrait faire de l'impact, etc., réduire l'impact, tout ça. Donc, elle l'a bien présenté, le CIO de l'époque a dit, ben, pourquoi pas, ouais, c'est intéressant, je te donne un peu de budget, je te donne un peu de ton temps sur ton temps de com, parce qu'elle faisait autre chose à la fois. C'est la difficulté des gens qui travaillent de numérique responsable, c'est qu'ils travaillent dessus, mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas à 100%, qui travaillent en même temps que leur job. Donc, c'est compliqué. Ils font leur taf et en même temps, ils font des numériques responsables parce qu'ils veulent s'y engager. Mais bon, des fois, c'est difficile de concilier les deux. Donc, elle a quand même eu un peu de temps, elle a eu un peu d'argent, elle a travaillé avec une autre collègue qui travaille toujours elle est partie maintenant, mais l'autre collègue qu'elle avait embauché pour l'aider sur ce programme est toujours là, elle travaille avec moi aujourd'hui. Et donc, elle a monté ce programme en 2020 en essayant déjà de composer le programme avec des piliers. Elle avait vu que c'était numérique responsable, people, planète, prosperity. Tiens, voilà, c'est bien, on va faire les 3 P, on va faire Green IT, IT for Green, Inclusive IT, on va lancer quelques actions et on va faire ce programme-là et puis on va essayer d'embarquer du monde avec nous. Voilà. Et donc, moi, c'est arrivé au moment où, en 2020, je commençais à me poser plein de questions. Bon, j'étais un peu fatigué de ce que je faisais. Voilà, comme je vous ai expliqué, je vis dans une région où voilà, pour moi c'est important, l'environnement, etc. Je baigne aussi dans le social. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai mon épouse qui travaille dans le social aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me parlent par rapport à tout ça. Et donc j'ai voulu m'engager. Et je suis allé voir ma responsable. J'ai dit voilà, je veux faire autre chose. Je veux toujours travailler dans l'IT parce que c'est ce que je sais faire depuis toujours. Mais en même temps, j'ai envie de faire de l'IT, mais autrement. Voilà. De ne plus le voir sur le prisme business, mais le voir aussi sur le prisme extra-financier, environnemental, social, sociétal. Je veux faire ça et je veux m'y engager. Et j'ai encore eu la chance d'avoir une responsable qui est maintenant CIO du groupe, qui m'a aidé là-dedans, qui m'a donné le temps de m'acculturer, qui m'a dit, OK, tu veux faire ça? Bon, tu fais plus que tu fais, tu vas faire du numérique responsable, tu vas culturer, tu vas aller voir dans les salons, tu vas lire des bouquins, tu vas aller discuter avec les uns et les autres, tu vas t'acculturer, tu vas passer des certifs, etc.
et tu vas travailler pour le Positive IT chez nous et intégrer dans notre ADN le numérique responsable parce qu'on en a besoin. Et c'est une femme qui est aussi engagée, qui a un gros poste aujourd'hui et qui est très engagée et qui nous aide vraiment beaucoup. On a énormément de chance de l'avoir. Voilà. Je tenais à le dire parce que il faut aller voir vos boss. Il faut aller voir vos boss et leur dire, voilà, moi, je veux m'engager, je veux travailler là-dedans, je veux que vous puissiez me donner, j'ai des idées, je peux vous présenter des choses. Et si votre boss, eh bien, il veut travailler sur ces choses-là, eh bien, il vous donnera l'opportunité. Il vous dira, OK, très bien. Enfin, il vous dira. Moi, en tout cas, elle me l'a dit. Mais on peut tenter. Hein. Si on tente rien, si on propose rien, souvent, on n'obtient rien. Voilà. Donc, les responsables, c'est important. Le sponsoring, les décideurs, c'est important. C'est pour ça qu'on les acculture aussi au niveau du programme. Je j'expliquerai un petit peu après, mais on les acculture aussi. On leur dit que c'est important de travailler aussi sur ces choses-là. Parce que sans diversité, sans environnement, sans aide sociale, sans tout ça, l'entreprise n'a pas de sens, quoi, en fait. L'entreprise fait partie de ce système, de cette démarche. Et sans l'entreprise, on peut pas avoir aussi sans les ressources, sans les gens qui travaillent dessus, sans le budget, on peut pas lancer ces démarches-là. Donc l'entreprise a vraiment un rôle à jouer hyper important là-dedans, pas que du business, mais aussi de l'extra-financier. Voilà. Donc j'ai réussi à me détacher de ce que je faisais en termes de production pure et aller vers du numérique responsable. Et en même temps, pendant 3 ans, j'ai bossé avec ce programme. On a adhéré à l'INR, à l'Institut du numérique responsable. On n'a pas signé que la charte. Hein. On est aussi devenu membre, on a adhéré. Et là, j'ai travaillé, échangé avec plusieurs personnes durant 2 ans, 3 ans. J'ai lancé la labellisation au sein de BNP Personal Finance. Je vous expliquerai juste après. Et en même temps, il s'est avéré qu'en 2022, l'INR existait déjà depuis 3 ans et demi, a commencé à grossir, à avoir un peu plus d'adhérents. Il fallait la restructurer. Au bout de 3 ans, il y a eu une nouvelle élection du CA et les gens sont venus me voir en me disant, voilà, Jérôme, ça serait bien que tu candidates à l'INR parce que tu as quand même des idées plutôt assez consensuelles. Voilà, tu fais partie d'une grosse boîte et tu pourrais aussi aider à faire le pont entre la BNP, l'INR et d'autres. Et comme d'autres, on m'a plus ou moins sollicité pour que je puisse candidater. Donc, je suis revenu voir ma boss. Et j'ai dit, voilà, est-ce que je peux candidater à l'INR? Est-ce que je peux aussi intégrer le conseil d'administration si tant est que je puisse être élu pour pouvoir travailler? Et là, j'ai encore eu beaucoup de chance. Et j'ai encore ma boss qui m'a dit, OK, c'est bien que tu le fasses parce que justement, ça va faire un pont entre externe, interne. Si on est devenu membre de l'INR et si tu veux y participer, la faire grandir et en même temps qu'on puisse travailler aussi des choses en commun avec eux, pourquoi pas, fais-le. Donc, on m'a aussi l'opportunité. Bon, j'ai été élu à même titre qu'une dizaine de membres, une quinzaine de membres du CA en même temps qui existent aujourd'hui, qui composent le CA d'INR. Il a fallu monter un bureau. Donc, quand on fait une association, il y a un bureau, il y a un président, présidente, une secrétaire ou secrétaire et un trésorier. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de candidats pour faire trésorier, je vous l'avoue. Pas beaucoup de monde qui a levé la main. Moi, j'avais déjà fait un peu de trésorier dans une association sportive. J'ai dit, bon, écoutez, s'il faut un trésorier, je veux bien faire trésorier. Et c'est comme ça que j'ai intégré le bureau de l'INR. Donc, je travaille au bureau de l'INR pour pouvoir, faire grandir cette association et en même temps faire des ponts et travailler avec la BNP, avec le programme Positive IT. Voilà. Si on fait une cible, plus particulièrement si on cible le programme Positive IT, qu'est-ce que je fais à la BNP, Personal Finance? Je travaille pour un programme Positive IT qui est maintenant devenu une guilde, programme qui au départ avait 2-3 piliers avec des actions un peu éparses et la collègue qui a monté ça au départ est partie pour des raisons personnelles. Elle a été remplacée par une autre personne avec qui je bosse, qui est la head of programme du programme Positive IT. Moi, je travaille sur plusieurs squads, mais j'ai pas en responsabilité le programme. Et cette collègue, la collègue avec qui je bosse avec deux collègues, on est 3 à 100%. On est 3 à 100% sur ce sujet en Positive IT quand même. On est 3 à 100% sur le numérique responsable. Là, je parle pas de RSE, le numérique responsable. Donc, on a quand même de la chance. On est 3 plus une jeune femme qui nous a rejoint en prestation il y a pas longtemps. Donc, on est 4. Donc, c'est quand même pas mal.
Donc ce programme, c'est une guilde maintenant, il a été agilisé, on va dire. On s'est mis à la mode agile, puisque maintenant on essaie de promouvoir l'agilité dans les entreprises. Alors nous, à Personal Finance, on fait pas exception. On essaie d'agiliser toutes nos process, nos méthodes de travail, etc. Et donc on a agilisé le programme pour être en concordance avec le reste. Donc on a des tribes, on a des squads, on a des sprints aussi. Alors voilà, on essaye de tous les quarters de produire quelque chose. Si tant est, même si c'est une petite chose, on le produit. On lance pas tous nos sujets en même temps. Des fois, il y en a qu'on met au parking un peu parce qu'on n'a pas assez de ressources, parce qu'on n'a pas assez de temps, etc. On a quand même lancé pas mal d'initiatives. Vous voyez, par exemple, sur la tribe IT Sustainable Design, on a la squad labeling. Donc ça, c'est le label numérique responsable. C'est ce que je pilote depuis 2 ans. On a la squad éco-conception et accessibilité. Ça, je vais vous en parler un petit peu après avec le framework d'éco-conception qu'on est en train de monter. On a une tribe qui s'occupe aussi de la smart data, le cloud, l'infrastructure, une tribe qui l'acculturation aussi, la sensibilisation. On a lancé des fresques, on a lancé des escape games. Alors les fresques, on a fait le climat et le numérique, mais là on est en train de monter la fresque de la diversité aussi, en Espagne notamment avec notre collègue espagnol et en France. Voilà, on fait beaucoup de choses. On fait de la squad inclusive forcément, l'IT for Care, inclusive IT avec j'ai vu que chez Extia, vous lancez pas mal de sujets aussi d'inclusion. Chez nous, c'est pareil. On a aussi des sujets d'inclusion. On fait partie du programme PITEC, par exemple, qui est un programme international qui aide les jeunes gens des lycées techniques pour pouvoir avoir du mentoring, pour pouvoir les accompagner dans leur évolution, leur proposer des stages, etc. On a travaillé aussi avec les administrations, avec les mairies pour pouvoir limiter la fracture numérique. On faisait intervenir des personnels pour pouvoir aller dans les mairies, pour pouvoir aider les gens qui avaient du mal avec l'outil numérique, pour pouvoir justement les acculturer à ça, pour qu'il n'y ait pas de cassure et qu'ils puissent pouvoir envoyer des mails, répondre à des annonces, des choses comme ça. Enfin voilà. Donc, on a aussi une squad inclusive où on lance des sujets d'inclusion. Jérôme, je me permets de te couper 2 minutes parce qu'on me dit dans l'oreillette que c'est pas clair pour tout le monde ces histoires de trip, de squad. Tout le monde n'est pas au clair et familier avec le jargon un peu de l'agilité. Si jamais tu peux différencier ce qu'est une tribe et ce qu'est un squad. Alors, une tribe, en gros, c'est on va dire, c'est comment dire ça, un sujet général, voilà, c'est comme une enveloppe, un sujet général. Si je prends par exemple, on l'a nommé Tribe IT Sustainable Design. Qu'est-ce que tout ce qui correspond, enfin tout ce qui va, toutes les sujets ou les actions qui vont pouvoir être liés au design, au sustainable design, à l'éco-conception. La thématique. Comment ? C'est la thématique globale, en fait. La thématique, c'est ça. Une thématique. Et la squad, en gros, c'est ni plus ni moins que les actions que l'on lance dans la thématique. Voilà. Donc, la squad labeling, c'est une équipe, comment dire, un groupement de personnes qui va, à un moment donné, lancer une action sur un sujet en particulier de la thématique. Donc là, on avait le labeling. Donc, le labeling, c'est promouvoir le label numérique responsable dans les entités du groupe. Donc, quand on a décidé de lancer le label numérique responsable, on s'est dit, tiens, on va le lancer sur telle entité, qui veut participer à ça. Moi, je voudrais bien devenir leader sur mon entité, lancer ma communauté. Je vais recruter du monde pour pouvoir justement s'auto-évaluer, commencer à lancer des sujets pour obtenir le label, etc. Donc, ça compose une squad. Mais la squad, elle est vivante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et puis après, il y a des gens qui partent. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai mis en bas, les players, les product owners, etc. C'est ni plus ni moins que définir qui fait quoi ou quand. Donc, le product owner, il est pilote de la squad. Là, pour le coup, quand on a lancé le label, c'est moi qui étais product owner de la squad. Après, je me suis appuyé sur des players, c'est-à-dire des gens qui vont à un moment donné intégrer la squad à plus ou moins pourcentage de leur temps, parce qu'ils ont aussi leur taf, ils ont aussi leur boulot, et ils se disent, moi, à 20% de mon temps ou 10% de mon temps, je peux participer à ces actions-là. Bon, à un moment donné, il peut partir.
On a d'autres qui peuvent revenir. Voilà. Donc la squad, elle est quand même assez vivante. Et elle avance en fonction de comment elle est équipée. Enfin ça c'est comment dire, c'est particulier au programme Positivity, à la démarche numérique responsable, parce que je vous dis c'est quand même des démarches où c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nous on est à 100% sur le sujet, mais tous les gens après qui sont sur le programme, ils sont en fonction de leur temps et à combien de pourcentage de temps on peut leur attribuer pour bosser sur ces sujets-là. Après, quand on est en mode agile sur des programmes, sur des parcours clients, par exemple, où on a les différents métiers, c'est-à-dire l'architecte, le développeur, le testeur, le Scrum Master, etc. Ben, ça, c'est des squads, c'est pas mouvant, quoi. C'est-à-dire que tu as une squad qui est composée de tous ces profils-là pour justement concevoir une application ou un produit. Voilà. Donc, effectivement, tu as raison, Marilène, c'est la thématique. La tribe, c'est la thématique. C'est la thématique, par exemple, chez nous, par exemple, on a des gens qui bossent sur les produits ou les applications qui sont liés à l'automobile. On a des crédits, des choses comme ça, des produits qu'on fait par rapport à l'automobile. On a des squads qui sont sur des parcours clients, qui développent des applications, des fonctionnalités liées à l'automobile. Donc, on a des squads qui, à un moment donné, travaillent sur une application précise. On a une autre squad qui va bosser sur une autre application, mais toujours dans la tribe automobile. Voilà. Après, on a d'autres tribes, d'autres thématiques qui font que. Mais le squad, en fait, c'est l'équipe composée qui compose et qui conçoit le produit, en fait. C'est un peu ça. Voilà. Donc chez nous, c'est pareil. C'est qu'on conçut. Il n'y a pas forcément tout le temps de spécificité produit ou application, mais c'est plutôt solution, outils ou des choses comme ça. Voilà. Donc quand on parle par exemple de tribe culture transformation, c'est-à-dire toute la thématique sensibilisation, accompagnement, acculturation, et ben on a une squad qui s'occupe du training. Voilà. Quels sont les types d'e-learning ou de training qui sont liés au numérique responsable pour mettre à disposition des gens pour les acculturer. Et voilà. Et donc on a plusieurs squads avec plusieurs sujets sur ce programme-là, avec des product owners, des players. La guide core, c'est moi et mes collègues qui en font partie. Et les positive IT leaders, les gatekeepers, c'est des gens qui sont en local. C'est souvent des gens qui sont à l'international, dont on s'appuie pour pouvoir faire vivre le numérique responsable en local, pour pouvoir se nourrir de ce qu'on fait au niveau du Positive IT, au programme Positive IT, pour pouvoir intégrer et lancer des initiatives dans nos filiales à l'international. C'est un peu ça le but. Pour pouvoir créer des communautés et avoir des leaders qui puissent faire vivre ces communautés en local. Voilà. Donc ça, c'est le programme Positive IT. Si je peux expliquer, alors je vais vous expliquer deux sujets du programme qu'on a lancé ces dernières années. C'est quand même deux gros sujets. Hein. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs squads, hein, mais ces deux sujets-là, c'est quand même des sujets phares du programme parce que c'est déjà la labellisation, c'est le premier truc qu'on a lancé. Et après, je vous expliquerai le framework d'éco-conception également qui nous a demandé pas mal d'énergie. Donc la labellisation, en fait, c'est un label qui est proposé, qui a été proposé et créé par l'Institut du numérique responsable. Quand on est adhérent ou quand on signe la charte ou qu'on commence à travailler avec l'Institut, on a sur le site de l'Institut des choses qui sont mises à disposition du bien commun. Le framework d'éco-conception, le référentiel d'éco-conception, il est à la disposition de tout le monde, on peut l'utiliser, c'est ouvert à tous. Le MOOC, la sensibilisation, c'est aussi ouvert à tous. Les outils de guide d'achat responsable, des choses comme ça aussi ouverts à tous. Et on a un label de proposer. Alors, le label, c'est proposer, c'est quelque chose qui a été créé. Bon, il faut contractualiser, il faut avec une agence qui s'appelle l'agence Lucie qui contractualise et qui fait vivre le label pour le compte de l'INR. Donc, il y a des candidats au label qui se présentent et qui disent à l'INR, moi, je voudrais me labelliser. Comment je peux faire? Allez voir l'agence Lucie qui propose le label. Et quand on lance un process de labellisation, on contractualise, on paye ensuite on appelle ça une contribution tous les ans pour que le label puisse
puissent vivre et puissent être upgradés au fur et à mesure des années. Donc les candidats au label lancent le label, mais participent aussi sous forme d'une FIS tous les ans. Bon, c'est pas forcément très cher, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais on contractualise et on lance un label. Voilà. À partir du moment où on contractualise et on lance un label, il y a plusieurs étapes. D'abord, on définit 1 ou 2 pilotes qui vont piloter le label dans l'organisation. Ces pilotes sont formés au numérique responsable et au pilotage du label. Ensuite, on a une période de self-assessment, d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on a un référentiel qui est lié au label. Alors, il y a des domaines, le domaine de la gouvernance, le domaine de l'équipement, le domaine de l'inclusion, le domaine des parties prenantes, comment on challenge nos parties prenantes, le domaine de l'achat, des achats, des recyclages, de l'infrastructure, etc. Tous ces domaines-là sont intégrés à ce référentiel. Et quand on lance un process de labellisation, d'abord on s'auto-évalue, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a dans l'entreprise, les process qu'on a mis en place, les choses que l'on fait, par rapport au référentiel, on se calque et on dit, ben voilà, ça oui, on est bon. Là, on est moyen. Là, on n'est pas bon. Là, on n'a rien, etc., etc. Et à la fin de cette période d'auto-évaluation, on s'auto-évalue. On a des choses à collecter, des datas, des documents pour prouver que effectivement sur cette chose-là, on est pas mal. Sur ces choses-là, ben, on n'a rien, etc. Et après, on a un audit qui est effectué par l'agence Lucie et par un auditeur qui évalue notre auto-évaluation, qui nous fait un rapport d'audit pour qu'on puisse ensuite pouvoir créer un plan d'action et d'engagement sur plusieurs années. En fait, c'est un process d'amélioration continue. Et là, on dit, ben voilà, en fonction de notre auto-évaluation, en fonction de ce que l'audit nous a dit par rapport à notre auto-évaluation et ce qu'ils nous ont conseillé par rapport à ce qu'ils ont vu, nos documents, nos process, etc. Ben voilà, on crée un plan d'action et on se dit, ben voilà, sur la gouvernance, on va essayer de monter une politique de politique numérique responsable chez nous. On n'en a pas. Bon, allez, on fait ça. Donc, on se dit, on a 3 ans pour le faire. Pour l'année prochaine, on crée une politique une politique numérique responsable. On va aller chercher du sponsoring. On n'en a pas forcément. On va acculturer nos codires. Ouais, ils sont pas très encore. On va acculturer nos codires et on va lancer ces actions-là. Au niveau de notre équipement, ouais, on n'a pas vraiment une gestion de nos équipements quand même. Voilà, bon, on va essayer d'augmenter la durée d'utilisation de nos équipements. Nos PC, on va passer de 3 ans à 4 ans ou 5 ans. Bon, on se planifie ça pour dans 2 ans. On va lancer on va lancer nos actions et dans 2 ans, eh ben, on pourra se dire qu'on aura augmenté l'usage de nos équipements. Sur nos parties prenantes, c'est la même chose. Bon, on va voir si en même temps, quand on travaille avec des acteurs externes et internes, eh ben, on va mettre des clauses environnementales dans nos appels d'offres. On va leur dire, bon, ben, écoutez, maintenant, on voudrait bien que vous soyez sur tel ou tel sujet parce que sinon, ça va être compliqué de travailler avec vous. Bon, ben, si on a passé au niveau des achats, on va mettre ça en place, voilà. Et ainsi de suite. Et on se prend des actions sur tous les domaines du référentiel. Et quand on a pris ce plan d'action, on est expertisé à la fin par un comité d'experts INR et qui nous disent, ben voilà, par rapport à votre auto-évaluation, par rapport à ce qu'on a vu au niveau de l'audit, par rapport à ce que vous proposez en termes d'action et d'engagement sur les 3 ans qui viennent, on trouve que c'est plutôt bien, on trouve que c'est plutôt bien agencé. Vous dites pas n'importe quoi, vous dites pas que vous allez changer le monde et que vous n'arriverez jamais à faire ça dans les 3 ans. C'est très pragmatique. Voilà, ça nous paraît plutôt pas mal. On vous accorde le label. Ok, très bien. À partir de ce moment-là, on a 3 ans pour pouvoir mettre en place les actions qu'on a mis noir sur blanc avec un audit de contrôle au bout d'1 an et demi là, pour savoir si on est toujours dans les clous ou si on a quand même fait des choses depuis qu'on a eu le label. Parce que bon, après, on se dit, si on a le label et qu'on fait rien après, bon, c'est pas le but. Hein. Parce que un label, c'est bien, ok, on est labellisé, ça prouve qu'on a déjà fait l'étape d'auto-évaluation. Voilà. Mais ensuite, ce qui est important, c'est l'amélioration continue et ce que l'on fait dans l'entreprise pour pouvoir promouvoir le numérique responsable. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir inverser les choses, changer de méthode, avoir des KPI, pouvoir réduire l'impact, etc., faire des choses sociales. Bref, voilà. Donc ça, c'est une des démarches qu'on a fait au niveau du programme. On a labellisé 2 Search Service Center chez PF.
un en Roumanie et un à Madrid. Et là, on a comme ambition en 2024 de labelliser toutes les filiales d'EPF, c'est-à-dire Portugal, Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, Belgique, etc., etc. Voilà. Donc, on a vraiment une grosse ambition cette année pour pouvoir labelliser toutes nos filiales. Deuxième exemple, création d'un framework d'éco-conception. C'est pareil, l'INR a créé un référentiel d'éco-conception il y a près de 2 ans, le GR 491. C'est un des référentiels d'éco-conception qui existent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce référentiel d'éco-conception, on a dit on va faire un framework d'éco-conception. Dans tous nos parcours clients, dans nos fameux squads agiles, ceux qui bossent, tous les profils qui bossent sur les squads, les Scrum Masters, les architectes, les développeurs, les testeurs, etc., on va les former, on va créer avec eux un framework d'éco-conception et on va intégrer des critères d'éco-conception dans leur métier, dans leur activité même. On en a extrait sur les 534. On a fait un gros boulot, on s'est tapé tous les 500 quand même. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on y est dessus. On a lancé ce programme de framework d'éco-conception au mois de février l'année dernière. Là, on est en février 2024. On est presque au bout de la première version du framework. Pourquoi? Parce qu'on a défini tous nos critères sélectionnés, on en a fait des ID cards, on a dit comment il fallait les intégrer, qui allait les utiliser, à quoi ça allait nous apporter, quelles sont la maturité nécessaire pour pouvoir intégrer ces critères d'éco-conception dans chaque métier, avec des critères, avec 3 niveaux de critères. Est-ce qu'on a des guidelines? Est-ce qu'on a des process déjà existants? Est-ce qu'on a des KPI, etc., etc. Donc, on a fait ça de manière internationale. C'est-à-dire que la filiale Belgique était candidate pour utiliser ce framework parce qu'ils ont un gros projet de basculement de leur application dans le cloud. Et notre patronne a dit, si vous faites ça, le KPI qu'il faudra suivre, c'est toute application développée en mode PaaS dans le cloud sera éco-conçue. Donc, utilisera ce framework d'éco-conception. Et avec un framework d'éco-conception qui sera commun à tous. C'est-à-dire, on ne fait pas ça que pour les Français ou pour les Belges ou pour les Allemands. C'est-à-dire qu'on va créer ce framework d'éco-conception qui va pouvoir être après utilisé dans toutes les squads et dans tous les développements partout en Europe, partout dans nos filiales. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un framework qui pourra être utilisé en Allemagne ou en Espagne ou en Italie ou en Angleterre, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, on a fait ça. On a balayé tous les critères. On a sélectionné tous ces critères-là. On l'a fait de manière internationale. On a fait un bootcamp au mois de mars de l'année dernière où on a fait venir les Allemands, les Espagnols, les Anglais, etc., pour travailler avec différents profils, des architectes, des développeurs, des Scrum Masters. On a intégré le business, bien évidemment, dans le process, ce qui est vachement bien, parce que ça veut dire qu'on travaille avec tout le monde sur ces sujets-là. C'est pas de l'IT sur l'IT. C'est-à-dire que le business aussi est intéressé, parce que le business, lui, il crée des produits, il a le client final au bout du fil. Hein. C'est nous, l'IT, notre client, c'est souvent le client interne, c'est-à-dire les métiers, l'IT, centrale, voilà. Eux, ils ont le client, celui qui se connecte à l'application et qui prend le crédit et qui utilise l'application. Donc, le métier était aussi intéressé par l'accessibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que le framework d'éco-conception va pouvoir nous aider à mettre de l'accessibilité, pouvoir mettre des critères d'accessibilité dans nos applications. Parce que l'accessibilité, c'est quelque chose aussi qui est au niveau européen, au niveau monde, qui est suivi en termes de directives, en termes juridiquement, il faut mettre des critères d'accessibilité dans nos applications. Ça a déjà été fait pour les administrations, mais ça commence aussi à être fait pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pénalités. Si on n'a pas assez de critères d'accessibilité dans nos produits, dans nos applications, on peut être pénalisé. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour le métier. Donc ça aussi, on a un critère qui spécifie qu'on doit suivre les référentiels d'accessibilité pour pouvoir mettre des critères d'accessibilité dans nos applications et pour nos clients. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui embarque tout le monde.
Et en même temps qu'on a fait ce framework d'éco-conception, on a en même temps, avec des acteurs comme Infogreen Factory, par exemple, qui est un acteur qui prône aussi un numérique responsable, avec l'Institut du numérique responsable belge, pour le coup, cette fois-ci, pas France, mais belge, on a créé une formation associée pour pouvoir former tous les profils au concept d'éco-conception. On n'a pas fait que le framework et on leur a pas dit, bah, tenez, voilà le framework dans les mains, allez-y, il y a des critères, débrouillez-vous. C'est pas, ça marche pas comme ça. Ça marchera pas. Donc, il faut les accompagner. Donc, on a créé on est en train de créer et de finaliser aussi un programme de formation qui présente le numérique responsable et qui amène aussi tous les profils métiers à intégrer les critères d'éco-conception qu'on a mis dans ce framework-là. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une wine card by criteria, voilà, par critère, où on met dans cette carte le qui, le où, le quoi, le comment, qu'est-ce que ça touche en termes d'impact, est-ce que ça a un impact environnemental, sociétal ou plutôt prosperity, plutôt business. On a des critères de maturité avec des KPI suivis pour chaque critère, etc. Et voilà, vous voyez qu'on a 10 critères qui sont plutôt orientés business. Vous voyez, on a quand même beaucoup, hein. Il y a 12 critères d'architecture, il y a 5 critères plutôt pour les squad level, c'est-à-dire tous les profils qui interviennent dans les squads, les développeurs, les testeurs, les Scrum Masters, etc. Il y a même un qui est lié plutôt à l'IT central. L'IT central, chez nous, c'est tout ce qui gère les data centers, les couches basses, les infrastructures, etc. Et bon, on en avait 5 à l'époque qui étaient encore à dispatcher, mais on les a dispatchés maintenant. Donc, on en a 34. Voilà. Et donc, le contenu de ce framework, ça va nous aider dans notre parcours client sur tous les profils à pouvoir intégrer des critères d'éco-conception qu'on va re-examiner pour le coup à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas on fait juste un critère avec 34, c'est fini. On en intégrera certainement peut-être beaucoup plus l'année prochaine. On en retirera peut-être d'autres. Voilà, c'est toujours vivant et ça nous permet justement d'éco-concevoir nos applications. Voilà, ça c'était le deuxième exemple. Ça c'est les exemples concrets qu'on peut faire au niveau du programme Positive IT chez nous. Alors le Positive IT aussi, comme je vous ai expliqué, j'ai intégré le bureau et le conseil d'administration d'INR l'année dernière, au mois de mars, ce qui me permet de faire le pont entre le programme, l'INR et les autres partenaires, tous les partenaires en fait qui gravitent autour de ça, parce que l'INR a beaucoup de membres, avec beaucoup d'entreprises. Alors, il y en a qui signent la charte, il y en a qui deviennent membres, il y en a qui utilisent des outils, genre le label, par exemple, ou le référentiel d'éco-conception ou d'autres. Voilà. Extia a, par exemple, signé la charte, ce qui engage quand même Extia à faire attention à ce qu'il y a sur la charte, c'est-à-dire de lancer des initiatives, notamment au niveau du numérique responsable. Donc, on peut avoir aussi des interactions. L'INR, alors Extia en suivant la charte, mais peut-être aussi avec nous, parce que justement, et là, pour le coup, je présente aujourd'hui, c'est un des exemples. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai discuté avec Justine, avec Marie-Hélène, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal de présenter ça pour savoir un petit peu ce que tu fais, etc., etc. Ça peut inspirer du monde. Ça peut amener à des questionnements. Tiens, c'est pas mal, ça. Voilà. Donc, ça aussi, ça aide à ça. Alors, pourquoi c'est positif d'être membre des deux? C'est-à-dire, il y a plusieurs interactions. Donc, interaction entre le programme et l'INR, parce que je suis partie du board, etc. Donc, j'ai plus de facilité maintenant à passer de l'information, à pouvoir lancer des sujets. On fait aussi des choses avec les 3 INR qui existent. Il y a l'INR France, auquel je fais partie, l'INR belge, avec laquelle on fait beaucoup de choses. Olivier Vergens, qui est le patron de l'INR belge, a fait toute l'acculturation de nos codires chez BNP Personal Finance. On vient de finir l'acculturation de l'Allemagne, par exemple. On s'est tapé tous les codires, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a acculturé tous les codires qui ont joué le jeu en plus. Hein. Les gens qui sont venus, c'est quand même 4 heures de formation. Voilà, pour que justement nos codires et nos responsables soient vraiment au fait que c'est important de travailler sur ces choses-là. C'est pas juste de la rigolade ou des effets de mode. C'est important. C'est-à-dire que l'entreprise doit lancer ces sujets-là. Il y a du business à faire, il y a de la croissance, on est d'accord. C'est pas là le problème. Le problème, c'est d'intégrer tous ces critères extra-financiers maintenant dans l'ADN. Donc, comment on conçoit les produits, comment on utilise les outils, toujours en pensant environnement et social et sociétal. Voilà. Donc ça, on travaille avec ces 3 instituts. On a comme ambition de pouvoir
européaniser l'INR. On n'en est pas là pour le moment, mais on a quand même des discussions, et notamment au niveau du label, par exemple, qui reste quand même un label un peu pour l'instant franco-français. On va essayer de l'européaniser, ce label, et de pouvoir le proposer ensuite à des acteurs autres qu'en… Alors, je le fais par l'intermédiaire. Alors, ce label, je l'ai lancé sur nos filiales internationales, mais ils font quand même partie de BNP. Voilà, c'est une banque française. Voilà, on fait quand même le lien avec la France. Après, avec le label, on pourra aller toucher d'autres acteurs complètement européens pour pouvoir pérenniser ou officialiser ce label. Donc, pour le coup, on fait ça avec les INR, et en même temps, là, je vous ai mis un petit peu sur le côté ce qu'on a déjà fait. On a lancé un label, on a acculturé nos codir, on est en train de faire un kit de formation spéciale éco-design, le framework d'éco-conception. On a utilisé le MOOC aussi pour sensibiliser aussi tous nos collaborateurs. On en a sensibilisé depuis des centaines déjà. Donc, voilà les outils ou les solutions qu'on peut aussi mettre en place chez nous avec ce lien. Voilà, avec ce lien. Alors, il y a l'INR, mais on peut aussi avoir des liens avec d'autres acteurs. Il n'y a pas que l'INR, aussi, il y en a dans la vie, il y a d'autres acteurs qui prennent aussi des démarches de ce type. Mais pour le coup, voilà ce que ça peut apporter aussi d'être membre des deux par rapport à mon activité aujourd'hui au quotidien. Dernière slide. Et ça, c'est plutôt aussi le but de l'opération. C'est avec Justine, avec Marilyn, on a discuté. Elles m'ont dit, et c'est vrai, qu'est-ce que ça t'apporte à la fin? Le REX, c'est quoi? Voilà. Je vis en Gironde. J'ai mis une belle photo là. Je l'ai prise au milieu, mi-décembre, avant Noël. J'étais allé à la plage et j'ai pris cette photo. Et quand je regarde cette photo, je me dis, bah ouais, ouais, il faut que ça reste comme ça, quoi. Il faut qu'on ait. Alors les gens qui ont la chance de vivre près des ressources vitales comme celle-ci, la mer, c'est très bien, mais ceux qui viennent de temps en temps, qui n'ont pas forcément la chance d'y être très près, qui viennent en vacances ou de temps en temps, voilà, ils sont contents aussi de voir ça, quoi. Ils sont contents de regarder, de dire, putain, c'est exceptionnel, c'est beau quand même. Voilà. Et donc, il faut préserver notre environnement parce que l'océan, c'est beau, mais l'océan aussi, ça augmente, donc ça bouffe le trait de côte, ça bouffe le littoral. Il y a déjà des plages qui ont disparu parce que la mer, avec les tempêtes, etc., avec le niveau de l'eau qui monte, il y a des choses qui disparaissent. Donc, il faut travailler sur ces choses-là pour préserver, pour limiter autant que se faire se peut l'impact. On ne va pas dire qu'on fait du reverse, mais on va le limiter autant que se faire se peut. Voilà. Donc, mon REX, c'est quoi? C'est de dire qu'on a tous un rôle à jouer, forcément. Qu'est-ce que ça apporte de travailler sur ces choses-là? Déjà, ça apporte d'encourager l'intelligence collective et de favoriser l'innovation. C'est-à-dire que c'est pas juste une démarche où tiens, on va mettre quelques critères, etc. Bon, on va mettre on va changer 2-3 process et on va mettre quelques usages, comme ça on sera content. C'est trouver des gens, un maximum de personnes qui ont leurs particularités, qui ont leurs expertises, qui soient vieux, qui soient jeunes, on s'en fout en fait. C'est de dire voilà, tu veux participer à ça, tu veux travailler en collectif, et ben voilà, on peut commencer à innover, on peut commencer à chercher d'autres façons de travailler, d'autres façons de penser. Nos outils, on les a en main. Bon, on peut peut-être les utiliser autrement, je sais pas, c'est peut-être avoir un impact après derrière. Oui, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, donner l'espace aux gens, donner la possibilité de travailler en communauté. Voilà. Je pense qu'avec Exia, avec Justine et Marilyn, je discutais un peu avec elles. C'est ce que vous prenez aussi, hein, c'est-à-dire c'est qui? C'est l'humain au départ. C'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est-à-dire ma particularité. Comment je peux participer à ça? Donc, favoriser l'intelligence collective et favoriser l'innovation, c'est ce qu'on fait au niveau du programme. Et c'est ce qu'on fait aussi en travaillant avec les différents acteurs internes et externes. Bon, œuvrer pour le bien commun, protéger notre biodiversité, nos ressources vitales, ben c'est pour ça que je travaille aussi sur ces choses-là. J'essaie de faire avancer les mentalités dans les entreprises, etc. Mais la finalité, c'est ça, quoi. Moi, je bosse ça pour ça, quoi, en fait, hein. C'est le but de l'opération, c'est ça. Et en même temps, troisième volet, c'est développer l'engagement social, sociétal et environnemental de l'entreprise. Voilà, c'est faire attention à l'environnement, aux droits humains, monter des gouvernances qui tiennent la route pour pouvoir lancer ce type de démarche, avoir des relations de conditions de travail correctes. Quand je parlais de respect tout à l'heure, c'est toutes ces choses
qui font que ça ira beaucoup mieux si on fait ça que si on fait le contraire. Alors après, on va me dire, c'est normal. Mais non, justement, c'est pas normal. Enfin, c'est pas tout le temps normal. On le voit pas forcément tout le temps dans l'entreprise. Oui, bien sûr, faut favoriser le truc collectif, tout ça, c'est super. Ouais, mais des fois, on a du mal à le mettre en place. Donc, au moins travailler sur ces démarches-là maintenant, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir lancer tous ces sujets-là. Je n'avais pas forcément l'opportunité de faire avant. Je l'avais peut-être dans la tête, dans le coin de la tête, je voulais me dire oui, bien sûr que je veux travailler. Moi, je suis assez sociable, donc j'aime bien bosser parler de différents sujets avec les gens, d'essayer de voir un petit peu comment on peut concevoir d'autres choses, etc. Voilà, mais ça sert à ça. Donc, mon Rex, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ça m'a permis d'aller dans l'intelligence collective, ça me permet de développer les engagements et surtout, ça permet d'avoir une action dans l'entreprise pour pouvoir protéger mon espace vital, quoi, et mes ressources vitales, naturelles. Voilà. Un peu ça. Donc, en gros, plus de 25 ans d'IT pour arriver jusqu'ici. Et je suis assez fier de pouvoir maintenant bosser sur ces choses-là. Et je le dis haut et fort, je suis fier de travailler avec tous les gens qui bossent avec moi et je suis fier d'eux. Quand ils viennent me voir et disent, on va bosser avec toi, Jérôme, on va faire des choses sympas. On a notre boulot, mais on va essayer de s'acculturer, c'est pas grave, tu vas m'expliquer, je peux donner que 10% de mon temps ou 5% de mon temps, c'est pas grave, on s'en fout ça. C'est du moment que tu puisses le faire, c'est bien. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut. Le message d'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire c'est une durée de vie qui m'amène aujourd'hui à travailler sur ces choses-là, mais je vous le dis, ça ne peut être que positif. Ce n'est que positif, et ça donne de la fierté aux gens, ça leur donne du positif. Ils sont contents de travailler sur ces choses-là. C'est consensuel. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de comment dire, de deadline, on en a beaucoup dans la vie. Mais ça, travailler sur ces choses-là et avoir la chance de travailler sur ces choses-là en entreprise, c'est vraiment, franchement, moi, je suis hyper content de travailler sur ces choses-là et surtout d'avoir une entreprise qui me permet de le faire. Voilà. Et je le répète souvent, c'est comme ça qu'on arrivera à sauvegarder tout ce qu'on a de commun, voilà, de beau, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour ta présentation. On voit que tu es passionné. On trouve ça du coup passionnant. Je vois que Lucille, d'ailleurs, te laisse un petit message et te félicite justement pour ton parcours et ton engagement. On ressent tout ton investissement. Et merci aussi du coup pour un peu cette vision. On se rend bien compte à quel point la démarche numérique responsable est très transversale et que toutes les forces vives dans une entreprise sont les bienvenues. Avec Justine, on a commencé cette communauté l'année dernière pour essayer d'acculturer un peu toute la population. Aussi, de l'autre côté, en interne, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des consultants qui viennent vers nous parce qu'ils sont volontaires. On a une consultante qui a fait un audit d'accessibilité de notre site web et on a en ce moment aussi un consultant qui fait un audit d'éco-conception de nos outils internes. Donc, si parmi l'audience, il y a d'autres personnes qui sont volontaires, nous, on est là pour vous accueillir et pour vous accompagner dans cette démarche.